si vous voulez donner la peine d'entrer. Je vous en prie. Ça, c'est un autre genre de rap. Hein, c'est vrai, ça fait bouger cette musique, mais d'une façon au rapport. Voilà. Bonsoir mon colonel, bonsoir docteur. Bonsoir. Parce qu'on en est à donner les titres, alors on va pas s'en priver. Le colonel Moinet, le docteur Philippe Plancard-Dassac, mais qui n'est pas là pour une consultation, qui est là pour parler d'un... On ne donne pas de consultation par téléphone. Pas de consultation par téléphone ni par radio, mais par internet ça commence, paraît-il. Alors, les deux sujets que nous allons évoquer sont au moins parallèles, et en tout cas, sinon parallèles, du moins sérieusement intriqués, puisque nous allons parler de la nation et de l'armée, et que l'une n'est pas grand-chose sans l'autre. Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez, mon bon ami? Prenez ce que vous voulez, mais laissez-moi travailler tranquillement. Voilà. Donc, la première question qui se pose, la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir, colonel Moinet, c'est... je voudrais vous demander, après avoir lu votre livre, À genoux les hommes, qui est consacré à Saint-Cyr, je voudrais qu'on essaye de voir ensemble, si vous voulez, ce que peut être l'état d'esprit d'un soldat aujourd'hui, d'un soldat qui a fait sa carrière, qui est un officier supérieur, disons de 70 ans, donc qui est entré dans l'armée, on peut imaginer, à la fin des années 40, qui a fait Saint-Cyr, et qui considère ce qu'il a vu se dérouler sous ses yeux pendant les 50 années de sa carrière. Il est entré dans l'armée à Saint-Cyr après la guerre, souvent dans l'espoir de participer au redressement du pays, en se disant il faut quand même laver ce pays de l'humiliation de la défaite, et puis moi je dirais aussi de ce qui s'est passé après la libération, qui n'était pas forcément très enthousiasmant pour l'armée française, et puis ça a commencé tout de suite avec les guerres de l'Empire, puis ensuite avec l'Algérie, et puis ensuite on a vu l'armée accepter le pouvoir communiste avec Mitterrand, la trahison gaulliste bien sûr, mais c'était pas la première, le pouvoir communiste avec Mitterrand, maintenant le bradage de l'armée par le pouvoir chiraco-libéral, et en plus son implication dans des opérations qui sont pas à l'honneur de notre pays, comme le matraquage de la Serbie. Alors la première question, c'est est-ce que vous avez l'impression que le bilan de tout ça est encore un bilan positif ? Est-ce qu'on peut encore avoir du respect, de l'estime et de l'admiration pour l'armée française? Vous savez, dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, et au fond, après un siècle qui se ferme, nous avons assisté à la trahison permanente de l'armée française par ses gouvernements. C'est clair. Ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Ça commence même bien avant avant 40, puisqu'on peut considérer que l'affaire des fiches, par exemple, d'une certaine manière, c'est une forme de trahison de l'armée française par les gouvernements maçonniques. Absolument. Bon, et ensuite on se retrouve avec le gouvernement de Front Populaire, oui, qui, pour ce que j'en sais, semble avoir quand même une responsabilité moins établie qu'on ne le dit dans la défaite, parce que... Ah si. Oui, enfin, si on regarde les chiffres du budget de l'armée, on ne peut pas accuser le Front Populaire d'avoir volontairement réduit le budget de l'armée pour la rendre... On peut l'accuser d'avoir simplement expliqué au peuple français qu'il n'y aurait pas de guerre, comme disait M. Blum. Non, mais ça c'est autre chose. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une mentalité nationale
semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui, car nous sommes en 36. C'est ça, j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est pas véritablement, c'est pas directement quelque chose qui était contre l'armée en guerre, ou sur le point d'être en guerre, c'était plutôt contre l'âme du pays. Et là, on entre dans le vif du sujet, d'ailleurs, parce que on voit bien que l'attitude du Front populaire a été une attitude qui a été dirigée, enfin une violence qui a été faite à l'âme même du pays, et que cette violence s'est manifestée, premièrement, par la défaite en race campagne de la première armée du monde, qui était l'armée française à l'époque, et qui a été balayée par l'armée allemande, malgré une résistance héroïque. Donc c'est pas les soldats... De certains. Donc c'est pas les soldats qui sont en cause. C'est vraiment là le résultat d'une politique de désarmement des esprits. Oui. Qui aboutit à ça. Et donc on est en permanence. C'est le résultat aussi d'actions externes. Enfin, bon, je crois que pour bien voir la question, il faut démarrer en 1905. En 1905, pourquoi? Parce qu'il y a 3 événements capitaux et l'année 1905 est très importante historiquement. En France, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est pas rien, ça. Or, aujourd'hui, en Europe, la France est le seul État qui porte cette marque-là. Le seul. De tous. Nous sommes le seul État en Europe qui reconnaît froidement, pratiquement et officiellement la séparation de l'Église et de l'État, ce qui n'existe dans aucun pays européen. Nous sommes aussi, et tout se tient, le seul pays d'Europe dans les écoles duquel on n'aborde jamais, et sur ordre, la formation intellectuelle des enfants, en faisant la moindre allusion aux forces surnaturelles, à la religion, et moi, on appelle ça l'éducation nationale d'ailleurs. Et à l'âme. Et vous y voyez un lien? Vous voyez un lien entre la laïcité et l'abaissement de l'armée? Absolument. Absolument. Deuxième date importante, pardon, j'en ai traité qu'une, c'est la séparation de l'Église et de l'État, ça regardait la France. Deuxième date importante, première révolution bolchevique 1905, elle échoue, elle réussira 12 ans plus tard. Mais elle est à marquer d'un caillou rouge, car c'est elle qui va entraîner 75 ans d'histoire derrière elle. Troisième événement important, la flotte du tsar est envoyée par le fond par les Japonais. C'est la première victoire de l'Asie contre l'Europe. La seconde sera Dien Bien Phu. 1905 est une date capitale, qu'évidemment on n'aborde pas, bien sûr, comme il se doit. Alors tout ça va entraîner le reste. Tout ça va entraîner la décomposition interne de la formation même de nos jeunes, de notre jeunesse. Ça va entraîner petit à petit, année après année, décennie après décennie, la décomposition de l'Église française et de l'esprit des évêques français. Ça va entraîner... Et tout se tient. Le lien qui existait très fort entre le sabre et le goupillon, tout au long de notre histoire, depuis Clovis et Saint-Rémy. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Et c'était, pendant des siècles de royauté, comme ça. J'ai déjà lu ici quel était le règlement de la troupe quand le Saint-Sacrement passait dans les casernements. Faut relire ça. Et c'était valable jusqu'en 89. Mais c'est dans l'écriture, de toute façon, puisque quand le centurion pose la question au Christ de la validité de son engagement, alors on raye tout ça d'un trait. On raye tout ça d'un trait rouge, bien sûr, mais on le raye. Bon. Et petit à petit, on va voir, en même temps que se décompose l'Église, petit à petit, on va voir le nombre de prêtres décroître, et puis on va plus voir de prêtres, et on va voir le nombre de soldats décroître, on va voir le nombre d'officiers décroître, et on ne va plus voir d'officiers, on n'en voit plus, là, on ne voit plus de prêtres, mais tout se tient. Vous faisiez hors micro, on en parlait tout à l'heure, vous faisiez une remarque qui est extrêmement originale, je dois dire, très frappante. C'est à propos de la façon dont on a déshabillé l'armée. On a déshabillé cette armée
moralement, on l'a écœurée sur le terrain politiquement, on l'a envoyée au combat pour la trahir dans le dos systématiquement. Je n'évoque pas ici, bien sûr, 14-18, qui était la marque de nos derniers héros et de notre dernière grande armée, victorieuse, elle, et non pas se disant victorieuse, véritablement victorieuse. Effectivement aussi la première armée du monde à l'époque. Et à l'époque où la France était le deuxième pays du monde après l'Angleterre. Nous sommes aujourd'hui le 8e. Un pays à l'armée qu'il mérite. En termes militaires, je crois qu'on peut imaginer que... Et l'armée a suivi la République de San Remo cette descente. une Absolument, raclée, alors. absolument. L'armée a suivi cette descente. Alors vous me disiez, mais comment expliquer cela? Oui, vous avez évoqué ce que j'appelle le déshabillage de l'armée. C'est même sur le plan pratique étonnant. Regardez la tenue des officiers. On a commencé par retirer le baudrier. Le baudrier, c'était une bande de cuir qui soutenait le ceinturon, tout simplement pour soutenir le port du pistolet. Bien. On a supprimé le baudrier. Un beau jour, on a décidé que le baudrier n'a aucune importance. Si. C'était le début. Ayant supprimé le baudrier, on a supprimé le ceinturon. Certains disent, en souriant, que c'est à la demande du général de Gaulle qu'il portait mal. Faut dire on l'aurait payé avec un balai, il avait vu l'air de ce qu'il Alors, était. il est évident que là, on retirait une marque militaire essentielle, le ceinturon. On a ensuite retiré la bande de commandement des pantalons des officiers, qui distinguait les officiers des sous-officiers. Il n'y a plus de bande de commandement. Mais là, c'est pourquoi? Parce que De Gaulle le portait mal ou... Ça, c'est après De Gaulle. Giscard avait l'air... Ça, c'est juste après De Gaulle. Oui, on amorce une étape suivante. Pompidou voulait pas de bande de pantalon. Non, puis il ne connaissait pas, lui. On a ensuite retiré l'épaulette. On met un passant. J'ai connu les passants dans la Légion, parce que quand les jeunes arrivent dans la Légion, on leur met un passant vert, puis on les chahute un peu, on les fait crapahuter avec ça, ils ont un passant provisoire. Nos colonels ont un passant définitif. Il n'y a plus d'épaulette, donc il n'y a plus de galette. La galette de Saint-Cyr a sauté. Ouais. Et ainsi, petit à petit, on a limé, si vous voulez, l'aspect des officiers, en s'efforçant d'ailleurs depuis 1960 de ne plus les montrer, et en leur interdisant pratiquement de sortir en tenue. J'ai remarqué que c'est exactement dans la même période et de la même manière qu'on a, vous faisiez allusion à l'alliance du sabre et du goupillon, qu'on a banalisé les prêtres en supprimant la barrette et puis la ceinture et puis le bavoir. Et puis la soutane finalement, la soutane à 33 boutons, puis la soutane totalement, et puis maintenant le clergyman. C'est-à-dire que maintenant, tout à l'heure j'avais un officier d'armée de terre qui était dans nos locaux et qui venait me dire bonjour et qui me disait je passerai vous voir dimanche à la fête du livre de Radio Courtoisie. Et je lui dis faites-moi plaisir, venez en tenue numéro 1. Il me dit vous plaisantez, c'est radicalement interdit. Voilà. Donc maintenant on les oblige. Là il était en uniforme parce qu'il sortait du boulot, si j'ose dire, mais dans les lieux publics, on déconseille aux officiers de se mettre en uniforme, et je signale que l'évêché interdit à l'heure actuelle aux prêtres parisiens de porter la soutane, et même le clergyman, c'est très 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 mal vu. Voilà. S'ils résistent, on les laisse faire, mais on n'aime pas du tout ça. Voilà. Alors ça c'est l'aspect pratique, l'aspect général des choses, de la tenue. Alors il y a tout le reste. J'ai connu, je ne parle pas de la grande armée de 14-18, si vous le voulez bien maintenant, après nous être inclinés devant elle, nous ne la traiterons plus, elle, et nous allons descendre vers le torpillage de 1936. Comment voulez-vous que ce gouvernement puisse préparer une guerre qui tienne, puisque vous le savez bien, en 1939, le Parti communiste allié au KGB et à l'URSS était allié d'Allemagne. Clair. Oui, bien sûr. Bon. Ils l'ont été jusqu'au moment où les Allemands ont attaqué les Russes. Comment voulez-vous que le gouvernement Blum
est une armée charpentée moralement et sur le plan de l'esprit, car ceci est essentiel, le reste n'est que de l'apparat. L'essentiel, c'est le cœur et l'esprit dans une armée. Et l'essentiel ne sont pas les généraux, c'est l'homme de troupe. Et aussi l'armature extraordinaire que peut avoir une armée avec ses sous-officiers. Ce qui distingue les armées, c'est pas du tout les officiers, ils sont tous du même niveau dans le monde entier. C'est le corps de sous-officiers qu'on a dédaigné complètement dans les années 36, 37, 38, bien sûr. On a aussi eu à la tête de l'armée de l'air, à la tête de l'aviation française, un certain Pierre Cotte, qui était un agent. Aujourd'hui, nous avons là-dessus tous les renseignements, oui, les documents et tout ça. Agent reconnu officiel du KGB. Oui, tout à fait. Qui avait comme chef de cabinet d'ailleurs un certain Jean Moulin. Qui était un agent du KGB, qui était un agent soviétique. Jean Moulin, il faut le dire, était un agent soviétique. Les preuves en sont surabondantes. Je l'ai écrit plusieurs fois dans mon libre journal. Je l'ai pas inventé. Je l'ai écrit d'après les travaux de plusieurs historiens, dont M. Benfred, Volton, etc. Il est parfaitement clair que Jean Moulin était un agent soviétique. Voilà. Était un agent soviétique. Belle ambiance. Et donc le noyau, à l'époque, le ministère de l'Air, était un noyau d'agents soviétiques. C'est quand même extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait le réseau ministère de l'Air. Toujours au cœur de ce front populaire, nous avions bien sûr Maurice Thorez, dont on sait qu'il a mené la guerre pour les Allemands, avec les Allemands pendant un an, avant de rejoindre, au moment de Barbarossa, il a rejoint Moscou, où il a fait sa Très très déserteur, c'est quand même beaucoup. Oui, absolument déserteur. Il a trahi avant de déserter. Puis à son retour, puis à son retour, décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. Bien sûr. Bon. Tout ça est logique. Tout ça se tient très bien. Tout ça se tient très bien. Donc c'est la catastrophe de 40. Ça s'appelle la connivence des crapules. Tout ça nous mène au drame de 1940, car c'est à ce moment-là que les hommes meurent. Messieurs les politiques. Oui, mais alors comment expliquez-vous que les officiers, parce que votre livre, c'est un livre qui raconte, en réalité, la vie de plusieurs générations d'officiers. Mais surtout d'une génération. D'une génération, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la vie de cette génération, elle est totalement imprégnée, elle est dirigée en quelque sorte par la vie de la génération précédente. Imbriquée complètement. Et voilà, et elle va inspirer complètement la vie de la génération suivante. C'est ça qui m'intrigue énormément. C'est vrai. Comment c'est possible? Vous comprenez que des hommes qui ont été pendant des années et des années témoins de la trahison qui a détruit leur grand-père, leur père, qui les a détruits eux-mêmes, ceux qui sont en quelque sorte heureux, parce que votre héros, quand son fils vient lui annoncer à la fin qu'il rentre à Saint-Cyr, on sent qu'il éprouve une espèce de bonheur immense. Ah, ça c'est certain. Oui, mais enfin, c'est aberrant, parce qu'il il est cocu de père en fils depuis 5 générations, et il dit, tiens, mais je suis content, mon fils va être aussi cocu que moi. Alors voilà, bravo, ça fait 100 ans qu'on nous trahit, et ben il va reprendre pour il y a des générations cocues, il y a des générations qui ne le sont pas. Oui, mais enfin... Et je suis persuadé que les jeunes actuellement, qui montent là, que nous connaissons bien, que nous allons voir dans les écoles, un peu partout. Donc quand je dis dans les écoles, c'est pas seulement dans les écoles militaires, c'est aussi dans les universités, c'est aussi à la sortie des lycées, nous les voyons beaucoup. Cette génération-là n'est plus la même. Mais pourquoi il rentre dans l'armée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un garçon de 20 ans dit à son père, papa, j'ai décidé de faire Saint-Cyr? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 20 ans? Il se passe ce qu'on appelle la vocation. Mais pourquoi? Je comprends. Mais la vocation en 1900, en 1880, je comprends qu'on ait la vocation. Les uniformes étaient magnifiques. On était à cheval, on avait des casques superbes, on avait des sabres. Les filles vous regardaient, on était beaux, on allait se battre, on chargeait à cheval et tout. Bon, déjà en 18, un gars qui gardait la vocation, quand même, c'était une espèce de héros parce que il avait vu ce que c'était la guerre. Puis pas la guerre en dentelle. Là, c'était vraiment la guerre dans la boue, les rats, la famine, la vermine et tout. Eh ben, il s'engage quand même. Après 40,
qu'un jeune homme comme vous étiez, vous, Oui. ait encore la volonté de rentrer à Saint-Cyr, je peux le comprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, il y a une espèce de vengeance contre la fatalité, contre l'humiliation. C'est pas Contre possible. l'occupation, c'est ça. Et puis contre l'occupation, et puis contre toute cette ordure qui s'est passée pendant ce temps-là. On dit, c'est pas possible, il faut redresser le pays. Une fois de plus, d'ailleurs. Et puis là-dessus arrive la grande Zoa, cette crapule immonde qui fout tout en l'air, qui va trahir l'armée, qui va détruire l'armée française. Et